Déterminer toutes les matrices A de Mn2K qui ont commuté avec toutes les autres matrices. C'est un exercice qui est extrêmement intéressant. Il te permet de voir un peu de calcul matriciel. Tu l'as certainement déjà vu, tu l'as certainement déjà fait, certainement déjà corrigé. Dans la plupart des corrigés, on te propose des corrections avec des sommes, des symboles de Kronecker, des indices I, J, ensuite tu prends des indices K, L, etc., etc. Bon, c'est souvent un peu chiant et tu t'en mêles vite les pinceaux avec ce genre de notation. Ici, comme d'habitude, je vais essayer de te proposer non seulement d'avoir une petite intuition du résultat, de voir un peu les réflexes à avoir dans ce genre d'exercice, mais surtout de voir, en tout cas d'essayer de vous montrer une correction qui semble plus claire pour moi et dans laquelle on comprend ce qu'on fait, parce que je t'avoue que qui comprend lorsqu'il écrit somme de truc égale somme de avec 27 000 indices, en vérité ça cache beaucoup ce que c'est que le calcul matriciel, alors que fondamentalement le calcul matriciel c'est pas si compliqué que ça, c'est des tableaux de nombres, mais c'est bien plus que ça en fait les matrices. Bon. Du coup, on se lance. La première chose à remarquer quand tu as ce genre d'exercice où on te demande de déterminer quelque chose, c'est est-ce que tu connais des trucs qui vérifient la condition qu'on te demande. Si tu sais même pas en déterminer un exemple simple, ça va être compliqué peut-être de voir des exemples plus compliqués et le cas général. La question c'est, est-ce que tu peux déterminer des matrices qui vérifient ça? La première idée qui peut venir en tête, c'est l'identité, ça vérifie bien ça, puisque l'identité elle va commiter avec toutes les matrices. Ça c'est bon, ok. A priori, si tu rajoutes un scalaire devant, ça va pas modifier le truc. Et tu te rends compte que fondamentalement, multiplié par lambda identité, ça revient à multiplier par lambda, n'importe quelle matrice. Et donc en fait, ça revient à multiplier par un scalaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle les matrices de la forme lambda identité les matrices scalaires. Donc la première chose qu'on peut noter, c'est que lambda identité, c'est bon. C'est une matrice qui va fonctionner. On garde ça dans un coin de notre tête, et puis on va regarder si peut-être c'est les seuls, peut-être qu'il y en a d'autres. C'est la question qu'on se pose en fait, c'est l'enjeu de l'exercice, est-ce que lambda identité c'est la seule matrice? Bon, la réponse c'est oui, on va le démontrer évidemment, mais comment tu peux intuiter ce résultat? Tu te dis, lambda identité ça paraît quand même être une condition très restrictive. Oui, mais la condition qu'on te demande, poto, c'est ultra restrictif aussi. Genre, le fait de commuter, déjà, c'est très rare dans Mn2K, et c'est un truc que tu dois savoir, c'est dans l'anneau Mn2K, la commutation, c'est une propriété recherchée. Tu as des beaux résultats que tu peux montrer avec la diagonale, enfin avec de la codiagonalisation par exemple, qui découle de la commutation. Et donc en fait, la commutation, c'est un truc qui est hyper recherché dans les Mn2K et c'est surtout quelque chose de rare. Donc le fait de pouvoir commuter avec tout le monde, ça donne une restriction de malade sur la matrice A. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans cet exercice, c'est que certes la conclusion paraît un peu énorme, mais l'hypothèse aussi est forte. Et en fait ça te dit à quel point la commutation c'est rare. Les seules matrices qui commutent avec tout le monde, c'est celles qui sont écrites de la forme lambda identité. C'est même pas des matrices diagonales. On pourrait se dire les matrices diagonales ça se comporte bien. Non, c'est les matrices scalaires. Donc en fait, l'un dans l'autre, le fait d'avoir lambda identité en conclusion et le fait d'avoir une hypothèse si forte, ça se compense, donc le résultat semble cohérent, il semble assez intuitif, si jamais c'est que lambda fois l'identité. Maintenant, comment tu fais pour montrer que c'est que lambda fois l'identité? Évidemment, on raisonne par analyse synthèse, on cherche à déterminer un truc qu'on ne connaît pas à partir d'une condition. Donc évidemment, on va analyser la condition pour pouvoir trouver le truc qu'on ne connaît pas. Dans une analyse synthèse, on utilise toujours le pour-tout universel et on va le particulariser pour des M précis, en plus d'utiliser la condition qui est ici ultra restrictive, comme je t'ai dit, pour pouvoir trouver la bonne matrice A. Donc, c'est ce qu'on fait. On voudrait particulariser pour un M qui nous donne des informations sur A. En calcul matriciel, il y a des matrices qui donnent des informations lorsque tu les multiplies par A, c'est les matrices assez creuses. En particulier, par exemple, les matrices de la base canonique, elles vont te donner des informations sur A. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu as juste un 1 dans la matrice. En slot IJ, tu as un 1. Tout le reste, c'est des 0. Et le fait d'avoir qu'un 1 ici, ça te donne quoi? Ça te donne que, en fait, quand tu vas multiplier par A, quasiment tous les coefficients de la multiplication vont mourir. Tu auras beaucoup de coefficients nuls. Et ça va te donner du coup des informations précises sur A, ça va te donner des informations précises sur peu de coefficients de A. Ce que tu aimes bien, ça va extraire en quelque sorte des coefficients de A. Tu vas voir ce que je veux dire par la suite. En gros, tu vas essayer d'extraire des coefficients de A par EIJ pour avoir des informations sur la matrice. Du coup,
C'est ce qu'on essaye de faire, c'est un peu la motivation de notre idée de prendre des matrices élémentaires. La deuxième motivation, c'est de se dire, bon bah, tu travailles sur un espace de dimension finie, voir ce qui se passe sur une base, ça paraît cohérent, pour voir un peu ce qui se passe sur tout l'espace. Ici, la plus grosse motivation, c'est vraiment le calcul des coefficients et l'extraction un peu des coefficients. Du coup, on part sur l'analyse. On prend IJ, soit un couple IJ dans un n carré, et on va regarder ce que donne le produit. On va regarder ce que donne le produit, et en fait, c'est à ce moment-là précis qu'il y a beaucoup de corrections qui rentrent un peu en désaccord avec ma vision des choses. En tout cas, je pense qu'ils bloquent un peu la vision et l'intuition mathématique derrière le calcul matriciel, je pense, parce que ici, à beaucoup de moments, on va commencer à prendre des indices KL avec KL dans un N, dans beaucoup de corrections en tout cas, et je pense que c'est ça qui bloque la vision du calcul matriciel et qui empêche beaucoup de gens de voir, parce que si tu prends un indice KL ici, concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est que ici, tu as une matrice, tu as n carré scalaire dedans, donc tu pars d'une information à n carré degré de liberté, n carré scalaire, et tu te ramènes à une information à 1 degré de liberté, à savoir le terme de la matrice que tu identifies. Bon, le premier avantage avec ça, c'est que le fait de se ramener à un terme, certes, tu gagnes de la précision. Mais le plus gros désavantage, c'est que tu avances dans le flou. C'est comme si on te demandait sur le globe de trouver un pays, tu vois. Le globe avec des continents violets ici. On te demande de trouver un pays, mais tu es obligé de regarder avec ton œil à 3 mm du globe. C'est ça le truc. C'est en fait, on te demande de trouver quelque chose, mais tu n'as pas de vision d'ensemble, tu n'as pas l'information complète, à savoir l'information sur n carré. C'est pour ça que je pense personnellement que au niveau du calcul matriciel, c'est plus cohérent de rester avec les matrices complètes tant que tu n'as pas de raison de descendre au scalaire. Le fait de descendre au scalaire et de regarder les scalaires présents dans la matrice, ça perd de l'information. Bon, entre les deux, j'ai oublié de préciser, mais on a évidemment un degré de liberté un peu en dessous, c'est regarder les lignes et les colonnes, qu'est-ce qui se passe sur les lignes et les colonnes. Et souvent, ça nous aide, on passe pas de n carré à 1, comme quand on regarde un seul scalaire, mais on passe de n carré à n, ce qui est déjà mieux. Bon, le dernier truc, c'est que là, je viens de cracher sur le fait de regarder un scalaire, mais évidemment, il y a beaucoup d'avantages, comme le fait de... en fait, l'information, elle est plus précise, mais elle est moins globale par essence, et du coup, tu as plus de mal à voir ce qui se passe. Quand tu te limites aux colonnes, aux lignes, tu vois quand même un peu ce qui se passe. Les matrices, c'est assez clair ce qui se passe, et les scalaires, c'est compliqué. Du coup, en fait, je te conseille de regarder les scalaires à la toute fin, quand tu ne peux plus avancer. Mais globalement, l'idée de tout le temps regarder ce que donne le terme d'une matrice, c'est un peu bizarre. En tout cas, ça me semble pas forcément naturel, et ça me semble un peu contre-intuitif pour comprendre ce qui se passe. En plus qu'ici, tu vas avoir des discussions selon si I, J, K, L sont égaux ou non. Ça va être un peu vraiment chiant, quoi. T'as pas envie d'écrire ça. Voilà. Bon, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est on va regarder qu'est-ce que veut dire EIJ. Qu'est-ce qu'elle renferme comme information. Concrètement, quand on la multiplie par A, qu'est-ce que ça nous donne? Et on va essayer de faire ça avec le moins de calculs possible. En fait, tu te rends compte que le calcul matriciel, tu peux beaucoup le faire avec juste des dessins de matrice et voir un peu ce que ça donne, et après écrire avec la notation des lignes et des colonnes que je te montrerai après. Bon, EIJ, c'est quoi? C'est une matrice, on a dit, en ligne I, t'as un 1, et en colonne J, t'as un 1. Donc en ligne I, colonne J, t'as un 1. Si une matrice de rang 1, elle peut s'écrire sous la forme d'une ligne fois une colonne, quelle est la ligne et la colonne qui va bien correspondre? On se rend compte rapidement que ici, tu vas avoir un 1 ici qui va taper là, et de l'autre côté, tu vas avoir un 1 ici, de sorte à ce que ça tape pile, enfin qu'ils se rencontrent les deux 1, et du coup que tu vas avoir en ligne I, colonne J. Ici, tu te rends compte du coup qu'ici, le 1 il doit être en ligne I, et le 1 ici, il doit être en colonne J. Ça nous dit quoi? Ici, ça c'est exactement la ligne J de l'identité, et ici, ça c'est exactement la colonne I de l'identité. Du coup, ça c'est une formule que tu devrais retenir si tu l'as jamais vue. Mais en gros, la matrice élémentaire EIJ, ça va être la colonne I de l'identité fois la ligne J de l'identité. En reportant dans l'autre côté de l'expression, ça nous donne ça.
évidemment on multiplie par A de chaque côté. Et là ce qui va être intéressant c'est que en fait tu vois que globalement multiplier à droite ou à gauche ça va pas avoir le même effet. Ici on multiplie à droite, donc on voit qu'on va agir sur la colonne de cette matrice, et de l'autre côté on va agir sur la ligne de la matrice. Et c'est ça qui est intéressant à voir dans ce point de vue là, c'est qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que bon, quand tu multiplies A par la colonne I de l'identité, par associativité du produit matriciel, tu peux très bien faire ça d'abord, on est d'accord? Et en fait tu te rends compte ici tu vas avoir un 1, et en fait tous les facteurs ils vont cogner contre des zéros, à part les facteurs de la colonne I de A. Donc en fait, au final, ce avec quoi tu vas te retrouver, c'est la colonne I de A. Ici, on l'écrit, ça nous donne la colonne I de A, LJ de IN. Et de l'autre côté, ce que tu te rends compte, c'est que de l'autre côté, tu vas avoir colonne I de IN, et avec le même type de dessin, tu vas avoir la ligne J de A. Bon bah maintenant on peut se demander à quoi ça ressemble ça. À ce moment là on pourrait passer au scalaire, mais je trouve que avoir fait tout ce chemin pour pas voir ce que ça donne, c'est un peu dommage. Donc du coup on va se demander, bon c'est une ligne fois une colonne, ça paraît pas trop compliqué en termes de complexité de calcul, et de toute manière on n'est pas là pour calculer exactement le truc, on va juste voir ce que ça donne. Ici on a la colonne I de A, donc si on donne A et J les coefficients de la matrice, on a ceci. Ici en ligne J, enfin en colonne J, on va avoir un 1, donc ici je marque bien, c'est la CJ, la colonne CJ, et tout le reste c'est des zéros. Ce que tu peux remarquer c'est que globalement ici ça va tous cogner contre des zéros, donc en fait on va avoir un bloc de zéros ici, et à partir de la colonne J, tu vas avoir de l'action, c'est-à-dire que à partir de la colonne J, tu vois que tu vas conserver toute la colonne J, toute la colonne I de A, et donc en fait, à la place de la colonne J de ta matrice finale, tu vas avoir la colonne I de A. Ensuite, tu vois qu'il se passe le même processus qu'au départ, tu vas avoir que des zéros. Donc finalement, tu te retrouves avec une matrice par bloc qui ressemble à ça. De l'autre côté, tu prends la colonne I de l'identité, donc cette fois c'est un 1 en ligne I, ici que des zéros. Et de l'autre côté, tu prends la ligne J de A. Bon bah, le même procédé va te donner que ici tu vas avoir un bloc de 0, ici tu vas avoir la ligne J de A, et ici avoir que des 0. Si tu vois pas bien cette égalité là, je te conseille de regarder rapidement sur des exemples en taille 4 ou taille 3, ça peut être instructif, et de voir pour par exemple des I est égal à 2 et J est égal à 3 par exemple. Voir vraiment ce qui se passe sur des petits exemples, ça aide à comprendre. Mais moi je vais pas m'attarder là-dessus, je vais juste passer concrètement, écrire plus proprement ce qu'on a dit. Donc en gros, ceci matriciellement par bloc, ça s'écrit. Ici on a dit que en colonne J, t'allais avoir la colonne I de A. Donc on va l'écrire comme ça. Ici tu vas avoir des zéros. Et de l'autre côté, bah, c'est la même chose, sauf que on va l'écrire proprement. Ici, disons que la ligne I c'est ici, un peu en dessous de n sur 2. Donc ici c'est la ligne I. Et ici tu vas avoir la ligne J de A à la place de la ligne I du résultat, en fait. Donc en fait ça concrètement c'est quoi? C'est la matrice 0 à laquelle tu as substitué la colonne J par la colonne I de A. Et pareil ici c'est la matrice 0 à laquelle tu as substitué la ligne I à la ligne J de A. Ok, du coup maintenant on voit que on va avoir ce qu'on veut. Pourquoi? Ici on peut prendre ici la colonne J. Pourquoi on va avoir ce qu'on veut? Parce que tu te rends compte finalement que en identifiant chaque terme, tu vas avoir ce que tu veux. Déjà la première chose c'est que ici on va tracer la colonne J. Ici on va tracer la ligne I. Deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux 2 à 2. Donc du coup,
Ici, tu te rends compte en identifiant que forcément, tous les coefficients ici, ils vont être 0. Puisque c'est ces coefficients-là, en fait. Et ici, c'est que des 0. Pareil pour les coefficients là, ça va être 0. De même, en fait, ici, en identifiant les coefficients ici, ça va être 0. Parce que tu identifies ici et c'est que des 0. Là aussi. Et tu te rends compte que les seuls coefficients qui vont rester, ça va être les coefficients ici, en regardant la ligne I de la colonne I de A, ça va être le coefficient AII. Parce qu'en fait, tu regardes le terme AIJ du produit, A fois EIJ, mais en fait, vu que tu as fait une petite substitution, tu te retrouves avec le terme AII. De l'autre côté, tu regardes la ligne J, enfin la colonne J de la ligne J de A. Donc tu regardes la colonne J de la ligne J de A, et ça te donne AJJ. Bon, déjà, tu as l'égalité de tous les coefficients scalaires sur le côté. Et maintenant, si K est différent, si K appartient à 1n privé de J, tu vas avoir A sur la ligne J, K, c'est 0. Privé de J. Ça traduit cette égalité-là. Et d'un autre côté, si K je vais le réécrire un peu plus proprement. Différent de J. Et si K différent de I, en regardant ce côté-là, donc ce que j'ai barré en bleu, du coup, je vais l'écrire en violet, comme ça on comprend mieux. On va avoir A KI est égal à 0. Ça, tu peux l'appliquer à n'importe quel I, n'importe quel J, et donc tu te retrouves que tous les coefficients non diagonaux sont 0, et les coefficients diagonaux sont égaux entre eux, la matrice est scalaire.